Monsieur on commence d'abord par les chefs. Le chef des départements, bonjour. Monsieur Michel, chef de production animale. Monsieur Jordi, chef de production agricole. Je m'excuse de faire irruption dans votre bureau. J'ai préféré aujourd'hui visiter le département technique. Comme vous le savez, nous sommes déjà pressés par les temps. Déjà en début d'année ici, le projet d'IPRAS doit démarrer. Et il y a une grande phase de préparation. C'est vous les techniciens, vous le savez, ce que cela implique comme engagement. Alors, j'ai préféré visiter le bureau pour me rendre compte de l'état d'évolution des travaux préparatoires. Nous avons une planification bien déterminée qui place même les activités sur un plan chronométré précis. Alors, c'est mon rôle aussi parfois de me rassurer que nous sommes dans ce calendrier là-bas. Nous ne voudrions pas qu'en début d'année, nous puissions faire un spectacle à nos membres, à toute la communauté congolaise qui croit en nous déjà, que le projet n'a pu être commencé parce que nous, à notre niveau, on n'a pas tenu compte du délai. Alors, j'en profite également, comme il est de coutume, de parler de l'état d'avancement de nos activités à nos membres et d'ailleurs à la communauté en général, de présenter, comme je suis dans votre bureau, notre projet, que les gens sachent finalement ce que nous faisons. Ça nous prendra peut-être 2 ou 3 minutes, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous pouvons nous asseoir, hein? Nous pouvons nous asseoir. Comme ça, nous aurons à expliciter les choses dans les bureaux ici pour que les gens sachent ce que nous y faisons. Nous ne revenons plus à qu'est-ce qu'il dit Pras, ce que nous réalisons, parce que c'est connu déjà. Mais dans notre vision de créer une classe moyenne rurale, nous avons opté pour des stratégies. Et ces stratégies-là sont inscrites dans le cadre d'un projet global. Projet de relèvement sociaux, professionnels, des jeunes ruraux, globalement parce que c'est ça un peu notre cible. Mais pour opérationnaliser cela, nous nous sommes dit, mettons en place un projet qui s'étale sur 2 phases. La première phase, c'est l'agriculture. La deuxième phase, c'est la formation professionnelle. L'agriculture, pourquoi? Dans notre vision de relever le social et l'économie des populations rurales, on s'est dit que le fléau, d'abord, c'est le chômage des jeunes. Ce chômage procède d'abord par le manque d'encadrement, qui lui-même est le résultat du taux élevé d'analphabétisation. Dans les milieux ruraux, vous allez vous référer aux statistiques existantes. C'est plus de 80% des jeunes ruraux qui n'ont pas étudié. Parce que c'est une communauté, je dirais même, marginalisée, mise à l'écart du système social dans notre pays. Et là, ils sont là à ne rien faire, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas été encadrés en amont pour réaliser des tâches spécifiques qui peuvent les aider à exercer un emploi précis ou se rendre un peu désirable auprès des employeurs en présence. C'est dans ce sens-là qu'on s'est dit non. On ne peut pas comme ça abandonner tout un peuple. Et le gouvernement faisant sa part, nous aussi comme association faisons la nôtre, la conscientisation. Au-delà de la conscientisation, faisons en sorte que nous mettions le gouvernement face à ses responsabilités en rappelant aux ministres concernés qu'il y a tout un peuple qui est dans l'attentisme, alors que ces peuples-là devraient être remis à la tâche pour que, comme ils sont plus concentrés dans les milieux ruraux, qu'ils soient outillés et qu'ils soient insérés dans la machine économique du pays. Faute pour nous de le faire,
C'est ce qui entraîne, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de décrier la cherté de la vie sociale. Vous voyez ces jeunes, pour se rendre à l'évidence qu'ils doivent vivre, la tendance, c'est quitter leur milieu naturel de vie pour désormais élire domicile dans des milieux urbains. Alors qu'au préalable, ils ne se sont pas préparés à exercer une activité précise dans ces milieux nouveaux qu'ils veulent créer. Maintenant, ils surpeuplent les villes. Or, ils ne font rien dans ces villes là-bas. Et la nature étant exigeante, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils vivent en bref. Et là, ils vont imaginer d'autres moyens, d'autres mécanismes. Ça entraîne le banditisme urbain, tous les phénomènes antisociaux que nous sommes en train de vivre. À part ces phénomènes, quel est le sort maintenant des milieux ruraux qui sont dépeuplés? Conséquence immédiate, manque de production au niveau local, alors que nous le savons tous, les milieux ruraux vivent plus des activités agricoles. Et comme ils ne sont pas accompagnés, ces producteurs locaux, ils ont tendance à envier ceux qui sont dans les carrés miniers, ceux qui sont promis à des postes élogieux. Et au moins, on préfère que tous deviennent motocyclistes dans des villes plutôt que de faire les champs. Quoi de plus normal que de vivre maintenant un contexte économique très difficile et insoutenable en ville? Dès lors qu'il n'y a plus d'activité économique exercée au niveau local, il n'y a plus d'activité champêtre comme activité principale dans ces milieux là-bas. L'épée qu'on produit non seulement n'est plus suffisant pour eux au niveau local, mais quand ça nous arrive en ville, avec toutes les difficultés liées au manque de routes de dessertes agricoles et la cherté dans la chaîne de production, ça fait que ça nous arrive dans une situation de cherté telle que nous sommes en train de le voir là où nous partons en 2025 ici. Je vous assure que même ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui sera encore pire si rien n'est fait. C'est pourquoi, en guise de solution, au lieu de rester dans les critiques, dans ce qui ne va pas, nous nous sommes dit d'Ibras, mettons en place un projet révolutionnaire. Un projet vraiment de production intensive, non seulement des cultures diversifiées, mais aussi de bonne qualité. Quand je parle de l'agriculture, là j'englobe en même temps l'élevage et les activités piscicoles vraiment de grande envergure. Pour que nous puissions travailler non seulement sur la production, la transformation et la commercialisation au prix social, mais surtout sur l'employabilité des masses. Et on a choisi l'agriculture parce que c'est le secteur qui peut vous prendre tout un monde au même moment. Aussitôt lancer les projets, aussitôt vous avez besoin d'une main-d'œuvre imposante. Et ça vous prend tous ces mondes-là. Quand ils seront employés, ils vont revenir à la tâche, oui, mais en même temps, ils vont trouver sur base de leurs travaux quotidiens de quoi vivre, de quoi faire scolariser leurs enfants. Et c'est comme ça que peu à peu, nous allons les donner sourire aux gens qui vivent dans les milieux ruraux. La deuxième phase, donc, si déjà on a mangé à notre faim, c'est ce que nous voulons, il faut maintenant voir l'autre niveau là de la réinsertion professionnelle des jeunes, surtout qui n'ont pas étudié. On ne s'attarde pas à cette phase là-bas parce que ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faut que nous réussissions d'abord notre première phase de production agricole. Mais l'idée déjà, il faut que la communauté le sache, que nous avons déjà pensé à cette problématique. Il faut identifier selon les milieux quel est le métier qui fait vivre ces gens là-bas localement. Est-ce que c'est la pêche? Est-ce que c'est, par exemple, même dans le secteur minier, c'est possible? Est-ce que c'est la menuiserie? Est-ce qu'il y a des usines pour qu'on amène même les jeunes à la formation dans la mécanique, dans l'électricité industrielle? On contextualise selon les milieux, on crée des centres de formation, pas dans les villes, mais dans des territoires. Et d'ailleurs, on cherchera les milieux les plus reculés dans ces territoires là-bas, c'est là qu'on érige ces centres.
on invite ces jeunes, on les forme, une fois qu'ils ont acquis des compétences. Déjà, vous rappelez-vous qu'en amont, on aura déjà mis en place un projet imposant agricole qui va générer des recettes. Sur base de ces fonds engrangés à travers cette production et cette commercialisation, nous allouons une enveloppe qui va permettre à ce que les nouveaux formés puissent maintenant avoir de quoi les booster dans une activité entrepreneuriale liée aux nouvelles compétences qu'ils viennent d'acquérir. Si ce sont des électriciens, on les met ensemble pour former une entreprise d'électricité. Si ce sont des mécaniciens, on les met ensemble pour former une entreprise, un garage. Si ce sont des menuisiers, pareil, forment une entreprise de menuiserie, de soudure, d'ajustage, de couture. Ça va permettre même que les projets, comme on nous dit toujours que le pays est un vaste chantier, quand on parle de la sous-traitance, moi ça me fait rire, permettez-moi que je le dise. Qui sont, en réalité, quelles sont ces entreprises qui doivent bénéficier de cette sous-traitance dès lors qu'il n'y a pas d'entreprise congolaise? C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a un mécanisme de sous-traitance, mais ceux qui viennent gagner le marché dans cette sous-traitance sont encore des entreprises étrangères. Parce que localement, ici, on n'a rien prévu à la base. Maintenant, ces différentes entreprises que nous allons créer, heureusement que le chef de l'État avait pensé déjà à mettre en place le projet de développement local des 145 territoires qui va déboucher sur les différents appels d'offres dans différents domaines. Nos entreprises là-bas que nous avons créées localement deviennent maintenant importantes au niveau local pour gagner les marchés locaux, exécuter les projets au niveau local. Et si nous faisons cela, automatiquement, vous voyez que c'est l'employabilité en masse qui est assurée. Or, qui part au travail à son salaire, donc les revenus commencent à entrer. Et quand les revenus entrent, c'est au niveau social que les choses s'améliorent parce que les enfants étudient, les gens mangent selon leurs besoins, les locataires payent leur loyer. Ceux qui ont des parcelles inachevées, non, je vais dire des constructions inachevées dans leurs parcelles, peuvent finir leur construction. Et c'est ce qu'on est en train d'appeler l'avènement d'une classe moyenne à travers la création des richesses dans ces deux contextes là-bas. C'est ça la vision et c'est ça le travail qui s'est fait dans ces bureaux. Dans ces bureaux, c'est la planification. Dans ces bureaux, c'est la technicité. Dans ces bureaux, c'est vous qui nous donnez la lumière dans ce que nous voulons réaliser. Nous vous félicitons, nous en profitons pour les dire tout haut. Peut-être que nous les faisons parfois en privé ou à travers nos réunions, mais ici, c'est le lieu de le dire publiquement, que vous abattez un travail remarquable. Dès lors que vous nous avez produit déjà un plan, il faut que la communauté le sache, un plan chiffré. Aujourd'hui, grâce à vous, nous pouvons savoir de combien nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il faut mobiliser en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de la logistique? C'est grâce à vous. Et pour information, le projet qui démarre en janvier 2025, nous avons 2 sites pilotes. Un site au Congo central, à Kasangulu précisément, sur 200 hectares, et un site au sud Kivu. Je ne manquerai jamais de souligner cela, c'est la province qui a vu naître la DIPRAS, c'est 100 hectares. Et dans les 2 sites là-bas, nous allons combiner les 3 activités. Agriculture, élevage et pisciculture. Et maintenant, les 3 activités mises ensemble vont nous aider finalement à réaliser notre rêve de mettre en place un projet pilote qui est fonctionnel. Et sur base des résultats positifs que nous allons obtenir dans les 2-3 saisons qui vont se suivre, nous serons maintenant en mesure, durant 5 années, d'implémenter le même projet dans différentes provinces. Et au bout de 5 ans, quand nous allons faire le bilan, Dieu va permettre que nous ayons atteint une majeure partie du territoire national. Et c'est pourquoi, en m'introduisant, je me suis dit, ça c'est un projet révolutionnaire. Et si nous sommes déjà sur une grande partie, c'est la matière première que nous aurons, c'est le fonds de roulement que nous aurons.
préalable à une transformation intensive. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce que nous allons transformer sera orienté dans le marché local congolais. Le besoin est grand. On n'a pas besoin d'exporter pour d'autres parce que les quelques fermes qui marchent au pays pour certains particuliers, curieusement, ça nous écœure tous. Ils produisent la bonne qualité, mais en quantité insuffisante, oui. Mais c'est tellement insuffisant qu'ils jugent aussi d'exporter ça pour gagner encore doublement, triplement ailleurs que de permettre au peuple ici de consommer ce qu'ils ont produit. Mais nous, à la différence d'eux, comme entrepreneurs communautaires, nous allons produire ici et orienter cette production à la consommation locale. C'est toute une stratégie, on ne peut pas tout finir ici et maintenant, mais sachez déjà que nous nous y mettons. Et quand nous allons atteindre les niveaux de transformation et de commercialisation, nous allons inaugurer notre toute première entreprise congolaise qui est le fruit des efforts des Congolais, qui produit les services pour les Congolais et qui utilise uniquement les Congolais pour que cela soit fait. Donc, c'est toute une pépinière de compétences ici. Nous invitons d'autres à se joindre à nous qui sont calés dans tel domaine, qui sont experts dans l'autre. Venez, mettons-nous ensemble pour que nous puissions montrer par notre façon de faire, par notre pratique de travail, comment on peut changer des paradigmes, sortir de cette forme d'attentisme qui caractérise les Congolais pour l'autre forme de travail intensif qui produit des richesses et qui honorera finalement nos parents, parce que nos parents investissent dans nous et sur nous, avec espoir que nous allons être la relève. Mais c'est curieux de voir qu'à notre âge, nous revenons toujours aux mêmes parents pour assurer nos besoins primaires. Mais ça les pousse au désespoir. Et rien d'étonnant qui est aujourd'hui un taux élevé d'hypertension. Parce que quand on voit son fils, sa fille qui devrait être au minimum autosuffisant, qui revient encore déranger les parents, au moment où les parents devaient se sentir au minimum apaisés parce que finalement, son enfant s'est pris en charge, qu'on l'oblige encore à continuer à supporter l'adulte qu'il est, l'adulte qu'elle est. Ça fait mal au cœur. Travaillons et donnons encore du sourire à nos parents, ils vont être fiers de nous. Et à travers ça, les autorités aussi ont besoin d'apprendre du peuple. Peut-être que quand ils vont nous voir à la tâche, ils vont se dire, mais ça c'est nouveau. Approchons-nous de ces jeunes, soit pour apprendre d'eux, ce n'est pas impossible, et également aussi pour les soutenir parce qu'ils sont en train de faire de merveilleuses choses. C'est notre façon à nous de participer au développement du pays. Donc, une fois encore, courage. Je sais que c'est au prix d'énormes sacrifices que nous faisons ceci. On ne paye pas grand-chose, c'est juste nos petites contributions à tout ce que nous essayons de rationaliser dans le cadre d'une bonne gestion, pour ne serait-ce que venir passer la journée, travailler et rentrer à la maison en étant quand même satisfait d'avoir accompli quelque chose dans sa journée. Mais si on devrait payer ce que vous faites, on n'a pas le moyen de le faire. On n'en a pas. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Continuez sur cette lancée. Nous tous continuons dans la même lancée. Et demain, nous allons récolter tous les fruits parce que Dieu a garanti que celui qui travaille mangera le fruit de son travail. Voilà, à travers vous, je remercie également toute la population qui nous a suivis et les lieux aussi de les inviter toujours à venir adhérer à la DIPRAS, à nous apporter leur expertise et à se joindre à nous pour que nous puissions faire davantage et que d'ici à 2040, c'est ça le terme qu'on s'est donné, qu'on voit les fruits évidents de ce que nous avons projeté. Nous ne voulons plus des projets sur papier. Nous voulons maintenant la réalité sur terrain. Je vous laisse. Bon travail et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force. Merci, merci.